L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, Waga FM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Bienvenue à l'écoute des programmes de Waga FM, la radio de toutes les générations. Vous êtes à la matinale info. Nous sommes mardi 7 février 2017. Voici les titres de l'actualité. Le sommet du G5 Sahel qui a réuni hier lundi 6 février 2017 les 5 chefs d'État à Bamako au Mali aboutit à la prise de décision avec effet immédiat contre l'insécurité dans la zone Sahel. Dans ce journal, vous entendrez le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré rentré hier soir de Bamako. Et puis, il y a encore des troubles sociaux au ministère des Finances, de l'économie et du développement. Les agents qui dénoncent le manque de dialogue franc avec la ministre Rosine Sori Coulibaly observent depuis hier lundi un sitting devant les locaux du ministère ici à Ouagadougou. Dans ce journal, vous entendrez les premiers responsables du SINAFI, le syndicat des agents des finances. Et puis le président de la commission électorale nationale indépendante a pris son bâton de pèlerin pour aller échanger avec les responsables de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Newton Ahmed Bari promet la bonne tenue des prochaines élections au Burkina. Vous l'entendrez également dans cette édition du journal sur Waga FM. Et puis le dossier social de cette édition est consacré à l'excision. Hier 6 février 2017, on a célébré donc la journée internationale de lutte contre la pratique de l'excision. Yolande Zumbara vous présente la situation au Burkina. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue à cette édition du journal sur Waga FM. Les infos sur Waga FM, présentation Paul Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres du G5 Sahel se sont réunis hier lundi 6 février 2017 en sommet extraordinaire sur la sécurité au Sahel. La rencontre s'est tenue sur place à Bamako au Mali. De son retour au Burkina, le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré, qui a pris part à cette rencontre, a fait le point des grandes décisions qui ont été prises. Je vous propose d'entendre Roch Marc Christian Kaboré à sa descente d'avion hier soir. Il est au micro de Kofi Olivier. Et ça a été l'occasion d'abord pour nous de rappeler que le G5 n'est pas simplement sécuritaire, mais le G5 également, Sahel, c'est une zone de développement. Alors, ça a été l'occasion pour nous, d'une part, de revisiter la stratégie de développement intégré des Nations Unies vis-à-vis du G5, qui était fondée sur la sécurité, la bonne gouvernance et la résilience de nos pays face donc à cette insécurité, aux différents problèmes que nous rencontrons, et également de faire le point du programme du G5 Sahel que nous allons soumettre à une table ronde des bailleurs de fonds, qui est un programme intégré qui concerne aussi bien les infrastructures, le développement de l'intégration économique entre nos pays. Et c'est un programme dont le coût global est de l'ordre de 7 000 milliards de francs CFA. Ce programme sera soumis d'ici 5 mois aux bailleurs de fonds. À l'instant, Roch Marc Christian Kaboré, c'était hier aux environs de 17h30 à sa descente d'avion à l'aéroport international de Ouagadougou. Et puis pour arriver à bout de l'insécurité qui est la principale préoccupation entre les 5 États membres du G5 Sahel, une force multinationale conjointe est en vue d'être mise en place. Le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré en parle. Il est toujours au micro de Olivier Kofi. Nous l'écoutons. Et sur le plan de la sécurité, nous avons arrêté 2 stades d'intervention. Le premier stade, c'est le stade où nous avons demandé d'assurer des patrouilles conjointes aux frontières. Ça concerne la frontière entre le Niger et le Tchad, la frontière entre le Mali et la Mauritanie, et la frontière qui concerne le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc, on a demandé que la mise en place des patrouilles conjointes soit faite rapidement en fonction des moyens dont nous disposons pour déjà assurer la sécurité des frontières. Le stade, qui est le stade le plus important, était la mise en place d'une force multinationale qui allait regrouper les 5 pays. Et cette force avait pour objet de lutter contre le terrorisme
notamment dans tout le G5 Sahel, mais également de lutter contre toutes les organisations criminelles qui pullulent dans la région. À l'instant, le président du Fasorok, Marc Christian Kaboré, au micro de Kofi Olivier. Passons à autre chose à présent dans ce journal. Le syndicat national des agents des finances, le SINAFI, observe depuis hier lundi 6 février 2017 un sitting qui est prévu donc pour se tenir jusqu'au 17 février prochain devant les locaux du ministère de l'économie, des finances et du développement ici à Ouagadougou. L'objectif d'un tel mouvement est de dénoncer le manque de dialogue sincère entre les agents et leurs ministres de tutelle et également pour exiger la tenue des engagements pris par le ministre de l'économie et des finances. Des détails dans ce compte rendu signé Aimé Savadogo qui était hier matin dans les locaux du ministère des Finances. Nous l'écoutons. Les agents du ministère de l'économie, des finances et du développement ont déserté leur bureau ce lundi matin pour se retrouver devant le dit ministère pour donner de la voix afin de trouver des solutions à leurs préoccupations. Ces derniers dénoncent le délabrement des locaux, des questions liées aux nominations puis des réformes concernant le budget programme, notamment les passations de marché. Mais surtout, le manque de dialogue sincère entre le ministre et ses agents, selon Mohamed Savadogo, secrétaire du syndicat national des agents des finances. Il n'y a pas de dialogue sincère. Quand vous demandez une audience avec elle, à peine que vous pouvez avoir 15 minutes, 20 minutes avec elle. Chaque fois, c'est sa montre de regard qu'elle est pressée, elle doit rencontrer des PTF. Il dit, mais le problème des PTF, de quoi là? Si les agents ici ne sont pas dans les conditions qu'il faut là, PTF, où il est? C'est nous qui préparons les conventions, c'est nous qui préparons le dossier pour que toi tu ailles été. En plus de ça aussi, nous avons aussi les questions liées aux nominations. On a vu ces derniers temps-là, madame le ministre ne fait que nous vraiment étouffer d'agents venant des institutions. Et selon Mohamed Savadogo, ces préoccupations datent de bien longtemps et avaient fait l'objet de signatures de protocoles d'accord entre le ministre de l'économie, des finances et du développement et ses agents. Mais toutes ces promesses n'ont pas été respectées. Depuis août à aujourd'hui, elle a même signé un protocole d'accord pour nous dire clairement qu'en octobre 2016 là, elle allait résoudre les problèmes de manière concrète. Elle avait dit ça. Octobre arrivé, rien n'a été fait. Elle a dit novembre. Nous avons attendu novembre, rien. Décembre, rien. Cette crise n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis longtemps à la maison aussi, on se frappe ici. On n'a pas voulu faire tout le problème pour montrer quand même notre patriotisme, mais elle nous a poussé à bout. On a vu clairement maintenant si on ne soit pas exposé ce problème là à la place publique là, on ne pourra pas avoir gain de cause. Le syndicat national des agents de finances, SINAFI, prévoit lancer un préavis de grève de 120 jours si leurs préoccupations ne sont pas résolues. Dans le souci de l'équilibre de l'information, nos tentatives d'arracher un mot au secrétaire général du ministère de l'économie, du développement et des finances, en l'absence du ministre en voyage, sont restées infructueuses. Celui-ci préfère se prononcer à l'issue des rencontres en vue. Merci à vous, Aimé Savadogo, pour ce compte rendu. La suite de cette édition de la matinale info sur Ouaga FM. Il est 7h08 à Ouagadougou. Une délégation de la Commission électorale nationale indépendante conduite par son président a été reçue en audience hier lundi 6 février 2017 par la conférence épiscopale Burkina-Niger. Au menu des échanges, le calendrier des élections amené par la CENI dans les jours, mois et années à venir. Le compte rendu est signé Franck Aristide Jeffa. L'AD est allé dévoiler son schéma directeur pour la période 2017-2021. C'est surtout un devoir de redevabilité de la CENI vis-à-vis de ses mandats à travers ses audiences. Newton Ahmed Barry, président de la Commission électorale nationale indépendante. Nous sommes venus un peu leur exposer ce qu'on pourrait appeler un document cadre des actions que nous voulons engager à la tête de la CENI sur le cycle électoral 2016-2021. Ce sont des réflexions autour de la problématique de la mise en œuvre du vote des Burkinabés de l'étranger, dans lesquelles nous avons des pistes que nous dégageons. Et ces pistes-là, nous sommes venus partager avec eux, étant entendu que tout ça va faire l'objet de lois. Il y a la révision du code électoral qui est en projet, sans qu'elle ne soit trop coûteuse comme c'est le cas aujourd'hui. L'ensemble des réformes que nous proposons sur le site pourront nous permettre d'économiser plus de 20 milliards de francs CFA. Pour un pays pauvre comme le Burkina, c'est quand même énorme. Eux, ce sont nos mandants. Il faut qu'ils sachent les réflexions qui se mènent. La question du vote des Burkinabés de l'étranger, la révision du fichier électoral ou les élections de 2020-2021 ont certes fait l'objet de débats au cours de cette audience, mais la reprise des élections municipales dans 19 communes a surtout attiré l'attention des uns et des autres. Sur ce dernier point, le président de la CENI déclare ceci. Newton Ahmed Barry. Nous sommes prêts depuis plusieurs mois. On attend maintenant la décision du gouvernement. Le président de la conférence épiscopale qui a mené cette audience, entouré de ses plus proches collaborateurs, il a assuré du soutien de l'Église
catholique et s'est dit heureux de cette visite. Monseigneur Paul Ouedraogo. Au niveau de la conférence épiscopale, on a d'abord été très heureux par cette audience que la CENI a sollicitée pour venir partager avec nous certaines de ses réflexions. Donc je pense qu'ils sont quand même redevables par rapport à leur mandat et donc par rapport aux défis qui les attendent. Rappelons qu'avant la conférence épiscopale, la Commission électorale nationale indépendante avait été reçue la semaine dernière par la Fédération des églises et missions évangéliques et le message a été le même. Merci à vous, Franck Aristide Jeffa. Et puis en prélude à la cérémonie officielle de clôture de l'année internationale des légumineuses prévue pour les 10 et 11 février 2017 à Kongoussi et à Ouagadougou, le ministre de l'Agriculture, de l'Aménagement hydraulique était face à la presse hier lundi 6 février 2017 ici à Ouagadougou pour en parler. La rencontre est prévue sous le thème « Valorisation des légumineuses dans le cadre des ODT et pour la résilience au changement climatique ». La conférence de presse avait pour objectif de faire le point de l'état d'avancement des préparatifs de cette rencontre internationale. Le compte rendu avec Sita Bansé et Ella Marie-Estelle Guibri. À l'issue d'une audience le 21 octobre 2016 entre le président Roch-Marc Christian Kaboré et le directeur général de la FAO José Graziano da Silva à Rome en Italie, que le Burkina Faso a été désigné pour accueillir les activités marquant la clôture de l'année internationale des légumineuses. Pour le ministre de l'Agriculture et de l'Aménagement hydraulique, une synergie d'action est en cours en vue de la réussite de l'événement. Jacob Ouedraogo. Depuis plus de 3 mois, le Comité national d'organisation, à travers ses différentes commissions, a abattu un travail gigantesque afin de réussir cet événement international auquel participent 600 acteurs du développement rural. Sont attendus à cette importante cérémonie l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur Niébé, notamment les institutions de recherche sous-régionales et internationales, les organisations professionnelles agricoles, les décideurs politiques, les structures techniques et les partenaires techniques et financiers. Les aménagements des sites de l'événement à Kongoussi et à Ouagadougou sont en voie d'achèvement. Un accent particulier est mis sur la question sécuritaire. Plusieurs activités vont ponctuer cette cérémonie de clôture de l'année internationale des légumineuses prévue pour se tenir les 10 et 11 février à Kongoussi et à Ouagadougou. Jacob Ouedraogo, ministre de l'Agriculture et de l'Aménagement hydraulique. Le 10 février 2017, nous nous rendrons à Kongoussi, précisément sur les berges du lac Bam, où le président du FASO et le directeur général de la FAO, ainsi que d'autres parties prenantes de la filière légumineuse, vont s'adresser au monde entier dans le sens de la promotion de cette filière avant de procéder à la visite de l'aire de la foire et de la parcelle d'exploitation de Niébé. Puis le 11 février 2017, des rencontres thématiques vont regrouper à la salle de conférence de Ouaga 2000 d'éminents experts autour des stratégies de développement de la filière des légumineuses. Une foire au savoir et des démonstrations culinaires seront organisées le même jour. Le ministre de l'Agriculture et de l'Aménagement hydraulique souhaite que ces activités soient couronnées par une déclaration instituant une journée internationale des légumineuses. Pour la 12e année consécutive, l'association Dalobé a organisé l'édition de la journée de partage et d'appui à la scolarisation. C'était le samedi 4 février 2017 dans la commune de Pilimpikou, province du Passoré. Et à cette occasion, près de 1600 élèves ont reçu des fournitures scolaires et partagé un repas communautaire avec les invités. De retour de Pilimpikou, le compte rendu de Aimé Sabadogo. L'association Dalobé veut, à travers cette journée de partage et d'appui à la scolarisation, vaincre la pauvreté par le partage et la solidarité pour une école au service du développement. Ce samedi 4 février, elle a fait don de fournitures scolaires accompagnées de vivres. Et pour cette 12e édition, ce sont près de 1600 élèves de la commune de Pilimpikou qui ont bénéficié de ces gestes. Les élèves et les enseignants qui se sont distingués par leurs brillants résultats ont été également récompensés par le promoteur Paul Sondo qui explique la philosophie de son association. Nous donnons juste une idée, mais nous savons que c'est très difficile parce que les gens croient souvent qu'il faut plutôt avoir beaucoup avant de donner. Non, le fait aussi de partager le peu qu'on a, on finit par être aussi en sécurité avec le peu qu'on mange. C'est vraiment cette philosophie qui fait de la 12e année ce que nous faisons
avec les enfants. L'autre philosophie, c'est surtout savoir qu'il dans la vie, il y a un relais et les enfants constituent le relais. Et si on ne met pas l'accent sur l'orientation, le message moral là, des enfants, ça peut nous être fatal à l'avenir. À Pilimpiku ce samedi, autorités coutumières, politiques et religieuses, élèves et enseignants ont salué l'action du promoteur. Souleymane Mandé, enseignant en classe de CM2 et bénéficiaire. Les mots nous manquent beaucoup vraiment pour apprécier vraiment cet événement. Vraiment que ces événements encore se multiplient encore dans le pays pour que quand même ça puisse nous encourager à encore travailler. Parce que dans les conditions dans lesquelles nous travaillons, c'est des conditions difficiles. Mais de part de si nous gagnons ces encouragements, bon, ça nous quand même donne un peu de tonus, de la force quand même à aller de l'avant. François Sawadogo, directeur général des études et des statistiques sectorielles du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, représentant son ministre, loue également cette œuvre. S'agissant des difficultés que rencontrent les enseignants de la commune de Pilopikou, il affirme que dans le cadre de la politique d'amélioration des conditions de travail des enseignants, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation prévoit entre autres l'électrification de l'école A de Pilopikou ainsi que les logements des enseignants. Merci à vous, Aimé Assabadogo, pour ce compte-rendu détaillé. Venons-en à présent au dossier social du jour. Les mutilations génitales féminines constituent un problème de santé publique et une violation grave des droits de la femme et de la jeune fille. Au Burkina Faso, malgré les sensibilisations et la loi interdisant la pratique de l'excision, les phénomènes perdurent toujours. Voyons tout cela avec Yolanda Azumbara, notre spécialiste maison en question de santé. Reportage. La mutilation génitale féminine menace environ 3 millions de jeunes filles et femmes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Les femmes et les filles burkinabées sont durement touchées par la pratique de l'excision. Malgré les sensibilisations, le phénomène perdure au pays des hommes intègres et les cas de dénonciation sont rares. Officier de police Moumouni Ouedraogo, point focal, excision à Kaya. Vous savez, l'information à l'heure actuelle, pour la gagner, il faut toucher à la poche. Donc, ça veut dire que financièrement, si l'informateur n'a rien, il peut bouder l'information. Puisque nous passons par les sensibilisations lors de nos patrouilles. On a plusieurs fois eu à faire des patrouilles avec l'action sociale. Mais si on laisse tomber, ça va reprendre. Parce que, particulièrement, il y a des gens qui ont dit que le projet était le projet de Chantal Compaoré. Et que Chantal étant partie, alors les décisions peuvent reprendre. Donc, il y a cette difficulté. Donc, il va falloir qu'on mutualise les patrouilles pour pouvoir les faire comprendre que ce n'est pas un projet d'une personne, mais c'est un projet d'une nation. Pourtant, la pratique de l'excision est punie par la loi. Magistrate Kotimi Yameogo. Le code pénal là qui réprime ces genres de faits, savoir donc les mutilations génitales féminines. Et c'est à son article 380 et suivant, donc il a prévu donc ces répressions. L'article 380 qui énonce qu'elle est punie donc d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 150 000 francs à 900 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines quiconque porte ou tente de porter atteinte à l'intégrité de l'organe génital de la femme par ablation totale, par excision, par infibulation, par insensibilisation ou par tout autre moyen. Et si la mort en est résultée, la peine est un emprisonnement de 5 à 10 ans. Donc, ça veut dire que lorsque ces faits ont été commis et qu'il n'y a pas mort d'homme, il s'agit donc de faits délictuels. C'est un délit. Et lorsque, à la suite d'un jugement, le tribunal estime que la personne est coupable donc de ces faits-là, ça veut dire que le juge a le choix entre les peines. D'abord une peine de 6 mois à 3 mois. Il peut décider d'ajouter une amende qui va donc de 150 000 à 900 000 francs. Ou bien il décide seulement d'infliger la peine d'emprisonnement ou il décide d'infliger à la personne la peine d'amende. La loi d'interdiction des mutilations génitales féminines au Burkina Faso est-elle dissuasive? Un citoyen répond. Pour moi, je pense que cette loi n'est pas du tout dissuasive. Il va falloir que l'on durcisse en tout cas les peines que les gens encourent afin que toutes ces personnes soient réellement dissuadées et qu'elles ne recommencent plus. C'est parce qu'elles sont, j'allais dire, légères que les gens continuent de faire ces pratiques. Les questions des mutilations génitales féminines constituent donc un problème de santé publique et une violation grave des droits de la femme et de la jeune fille. Et un numéro vert, le 80 00 11 12, existe pour dénoncer tout cas de pratiques d'excision au Burkina Faso. Merci à vous, à Yolanda Zumbara.
Et on prend la direction de Bobo-Dioulasso à présent dans ce journal. Jeudi dernier, le maire de la commune de Bobo-Dioulasso, Bouraïma Sanou, a pris langue avec les commerçants sur l'occupation du domaine public et la collaboration pour une relance des affaires dans la ville de Sia. La rencontre s'est tenue en présence de Lassine Diawara, le président de la chambre de commerce de Bobo-Dioulasso. Le reportage est de Chéri Fatou Dramé avec la collaboration de Abdoulaye Ouattara. Impliquer les acteurs du commerce dans le développement de la commune de Bobo, c'est l'objectif de la rencontre d'échange direct du maire de la commune de Bobo, Bouraïma Sanou, avec les commerçants. L'objectif n'est rien d'autre. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Vous entendez en ville, dans les commerces, les marchés, le maire a décidé ceci, cela et tout ça là. Et nous disons que c'est parce qu'on ne se donne pas cette occasion d'échanger, de dire exactement quelle est la place de l'autorité communale dans le développement local. Quelle est la place du commerçant, de l'opérateur économique dans le développement local. Donc nous les rencontrons pour dire qui nous sommes, qu'est-ce que nous attendons d'eux et qu'est-ce que nous pouvons faire. Pour une meilleure organisation du secteur, la commune va bientôt organiser un atelier au profit des commerçants. C'est le maire lui-même qui a fait cette annonce. L'incivisme fiscal, l'insécurité, autant de problèmes que connaît le grand marché de Bobo, toute chose qui ne permet pas à certains partenaires d'accompagner les commerçants. Alors nous ne pouvons pas aller aujourd'hui pour forcer les gens à quitter les artères et autres. Il faut qu'on négocie avec eux, les montrer le danger qui s'y trouve si toutefois on ne prend pas les dispositions pour que les assureurs acceptent d'y venir. Donc nous allons échanger. Et nous avions dit qu'après cette rencontre, il y a un atelier qui va se tenir sur 3 jours avec les commerçants du grand marché et on va, question par question, alors essayer de proposer des solutions, concertation avec ces commerçants-là pour qu'on puisse avoir un marché en sécurité. Selon le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bobo, Lassina Diawara, la Chambre de commerce et d'industrie doit œuvrer à accompagner le développement économique de la ville, d'où son engagement à œuvrer pour un partenariat public-privé local. Comme vous le savez, la Chambre de commerce aussi a sa contribution en dehors de l'animation et de l'appui aux hommes d'affaires. Nous devons contribuer à l'amélioration, si vous voulez, de l'environnement infrastructurel, notamment le port sec de Bobo, mais également la zone d'activités diverses qui doit permettre l'installation d'un certain nombre d'activités liées au commerce, au transport et qui facilite donc le transit dans la ville de Bobo-Dioulasso comme plateforme, comme carrefour multimodal. La commune s'engage à ce que l'assainissement, la réalisation d'infrastructures dans la commune soit une réalité. Les commerçants ont salué cette initiative de la commune. Merci à vous, à Chéri Fatou Dramé et Abdoulaye Ouattara sur place à Bobo-Dioulasso. Et puis nous restons dans la région des Hauts-Bassins pour terminer cette édition du journal avec la page culture. Dans la commune rurale de Moussodougou, les anciens ne veulent pas passer sous silence les pratiques sur l'extraction du fer. C'est ainsi que sous l'initiative des jeunes, les anciens ont fait une démonstration depuis la recherche de la pierre jusqu'à la fonte, une activité qui a lancé la première édition du festival Kouroudji, la science et la culture. Le compte rendu est de Abdoulaye Ouattara. Ici, c'est la fête. Nous sommes à Moussodougou, un village de forgerons où les fourneaux d'extraction de fer ont disparu il y a environ 50 ans. Fidèles à la tradition, les anciens ont voulu montrer ce savoir-faire ancestral à leurs descendants. Un village historique, selon le maire Dominique Sourabié. La commune de Moussodougou est connue par le village de Moussodougou qui abrite le plus grand barrage de la région des Cascades, par le village de Mondo qui abrite les sources du plus grand fleuve du Burkina Faso, le Moun, par le village de Kolokolo qui détient un caillou appelé Karou et dont les ananas de ce village sont les meilleurs au monde. La commune de Moussodougou est connue à travers l'école de Diamant qui a remporté en 2014 dans le silence le prix international Léopold Sédar Senghor de tous les pays qui parlent le français. Une école de la vie,
Selon Gaussou Koulibaly, un jeune forgeron. Le dernier feu s'est éteint depuis 1970. On a demandé qu'il y ait quelques vieux qui restent, donc à nous montrer comment nos parents travaillaient. Puisque avant il n'y avait pas le fer moderne, c'est à travers ces pierres qu'ils travaillaient les outils, les dabas, les couteaux, les haches. Une grande école, très riche pour nous jeunes. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme empêché s'est exprimé à travers le directeur régional de la culture des Cascades. Son souhait est de voir grandir le festival Kourouji, initiatrice de cette activité. Mise en tourisme, ce festival va attirer progressivement des visiteurs de plus en plus nombreux, ce qui va contribuer à booster l'économie locale. Je me permets de lancer un vibrant appel aux ressortissants, aux entreprises, projets et ONG, ainsi qu'aux pouvoirs publics locaux, afin qu'ils soutiennent davantage cette initiative fédératrice et novatrice. J'invite les organisateurs à faire preuve de professionnalisme afin de susciter la mobilisation accrue des populations locales, ressortissantes et partenaires. À Mossodougou, le retour à la tradition ne s'est pas limité à cette cérémonie d'extraction du fer. La démonstration du mariage traditionnel a permis au public de connaître la tradition en matière de constitution de la famille. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition de la matinale info sur Ouaga FM. Merci à vous qui nous avez suivis. Dans quelques secondes, la une des quotidiens avec Yolanda Zumbara, 7h45, commentons l'actualité de ce mardi. À 8h, le retour des infos sur la radio de toutes les générations. Merci de votre fidélité.